Au Sénégal, Ousmane Sonko humilie le président Bassirou Diomaye Faye. Mes amis, l'ancien Premier ministre s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. On ne se débarrasse pas d'Ousmane Sonko comme ça. Et vous... Le limogeage d'Ousmane Sonko, quelle erreur. Mais je ne suis pas surpris. La vraie bataille commence maintenant. Ousmane Sonko reste l'une des figures les plus populaires du pays, surtout chez les jeunes et en zone urbaine. Pastef a gagné les législatives de 2024 avec une large avance grâce à lui. Ousmane Sonko reste le leader et le chef de file du groupe parlementaire dominant. Il ne faut pas l'oublier. Il va influencer fortement l'action législative, même sans être Premier ministre. Le président Diomaye Faye a trahi Sonko, c'est Sonko qui l'a mis à la présidence, c'est lui qui lui dit vas-y, moi je peux pas y aller, mais en fait ceux qui ont voté Bassirou, en fait ont voté Sonko dans leur tête, et donc il y a beaucoup de Sénégalais. Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, s'affirme comme le patron incontestable du parti majoritaire PASTEF. À l'issue du congrès qui s'est tenu hier, 6 juin 2026, à Dakar au Sénégal, le camarade Ousmane Sonko a été reconduit dans les fonctions de président du parti PASTEF pour une durée de 6 ans, par une majorité écrasante des délégués de son mouvement. La question qu'on peut... On réécoute. Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Il ne lui rend pas service. S'il ne le fait pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. J'ai l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye ne sait pas ce que c'est qu'un gouvernement. On ne forme pas un gouvernement dans ces conditions. Hier, jusqu'à 19h, des militants de PASTEF, ici et de la diaspora, m'ont contacté pour me dire le président vient de m'appeler, il me dit qu'il va me mettre dans son gouvernement. Le meeting du président Sonko. Cette rencontre est une démonstration de force. Les anti-Sonko, réveillez-vous. Vous ne faites pas face à une seule personne. Vous n'affrontez pas Ousmane Sonko, mais vous faites face à une idéologie. Personne ne pourra faire plier le PASTEF. Sonko rappelle qu'il est un homme extrêmement renseigné, au courant de tout ce qui se trame. Il met en garde chacun à son niveau de responsabilité contre toute tentative de créer un chaos institutionnel ou de reprendre des événements similaires à ceux de 2021-2023. Autrement dit, Sonko est la solution. Oui. Sonko a des idées parfaites, géniales. Il a les idées des grands réformateurs du Sahel que nous admirons aujourd'hui. Sonko n'a pas refusé les fonds politiques. Il a seulement dit, c'est bon, vous pouvez même les augmenter, mais il faut que ce soit contrôlé. La personnalité... Chers compatriotes, frères et sœurs de douleur et d'espérance, familles endeuillées dont le cœur saigne encore, anciens détenus politiques dont l'esprit n'a jamais été capturé, blessés courageux qui portaient dans votre chair la vérité de notre histoire. Aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement comme président de PASTEF, encore moins comme Premier ministre. Je me tiens devant vous comme un frère marqué, façonné par les mêmes larmes, les mêmes injustices, le même rêve brisé et reconstruit. Nous sommes réunis pour honorer ceux qui ne reviendront plus, ceux dont les rires ont été étouffés par la brutalité d'un système qui a voulu écraser un peuple debout. Nous nous souvenons de chaque visage. de gouvernement sans PASTEF, et ce qui est quasi vrai parce que, encore une fois, il a 130 députés. La motion de censure est à sa portée. Les budgets vont être votés s'il est d'accord, Ousmane Sonko. Il demeure l'homme fort. Il va falloir conjuguer avec lui. Il va falloir faire un gouvernement avec Ousmane Sonko. Encore faut-il s'entendre sur ce que nous appelons l'Afrique. L'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, le reste du monde parle de l'Afrique comme si c'était une seule entité, un pays. Parler de l'Afrique n'est jamais un propos neutre. L'Afrique n'est pas seulement un continent. Elle n'est pas seulement une mosaïque d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ces Sénégal, Terra Meeting. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko finira par devenir président de la République. C'est à mes yeux son destin, sauf erreur de ma part. Je suis convaincu qu'au Sénégal, c'est le dernier adversaire que l'on souhaiterait affronter en tant qu'opposant. J'ai regardé le Terra Meeting du PASTEF, incroyable. Quel autre Premier ministre en Afrique possède une telle capacité de mobilisation?
qu'ils aient été 500 000 ou 1 million, la réalité reste la même. Qu'il soit Premier ministre aujourd'hui ou qu'il occupe un poste supérieur demain. Sonko n'est pas à lui seul. Sonko, Ousmane Sonko, il est l'homme du peuple, l'homme de la situation pour les Sénégalais. Ousmane Sonko est l'homme de la situation pour les Sénégalais et Ousmane Sonko est soutenu par le peuple sénégalais. Vous le savez très bien, la famille. Ça chauffe en ce moment. Donc, écoutez tous les discours, écoutez les discours qui vont suivre. Restez jusqu'à la fin. Un message de rupture envoyé par SMS. C'est ainsi que s'est terminée l'une des alliances les plus puissantes de l'histoire politique récente de l'Afrique de l'Ouest. Pas une réunion solennelle au sommet de l'État, pas une conférence de presse conjointe, pas même un appel téléphonique. Une simple notification lumineuse sur un écran de smartphone, laconique, froide, définitive. Et derrière ce message, le destin d'un pays entier qui bascule. Voilà ce que personne n'avait anticipé. Voilà ce que les analystes les plus avertis n'avaient pas osé imaginer. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, deux noms qui formaient un seul souffle politique, un seul espoir collectif porté par des millions de Sénégalais épuisés d'un système qu'ils voulaient voir s'effondrer. Ces deux hommes-là, liés par des années de combats communs, par des nuits de prison partagées, par des serments prononcés dans des circonstances que peu d'hommes traversent dans leur vie, ont choisi de se séparer. Et la manière dont cette séparation s'est produite dit tout sur ce que le pouvoir fait aux hommes, tout sur ce que les hautes sphères de l'État font à ceux qui n'avaient jamais imaginé y accéder. Mais ce n'est pas simplement l'histoire d'une rupture personnelle. Ce serait trop simple, ce serait trop humain. Ce dont il s'agit ici, c'est de la collision frontale entre deux visions de l'État, deux conceptions du pouvoir, deux lectures incompatibles d'une même promesse faite à un peuple. Et dans cette collision, le Sénégal se retrouve dans une zone de turbulence institutionnelle que ses fondateurs n'avaient jamais prévue. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez découvrir dans cette analyse n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que ça signifie pour les 5 prochaines années. C'est le protocole secret signé en prison, les SMS de minuit, les émissaires refusés, les tranchées creusées au sein même d'un parti qui se croyait invincible. C'est tout ça ensemble. Et c'est maintenant. Revenons au point de départ. Le 22 mai 2026. Une date qui s'inscrira dans les livres d'histoire comme le jour où le Sénégal post-alternance a définitivement changé de physionomie. Ce soir-là, un décret est lu en direct à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. La voix est posée, presque administrative. Mais les mots qu'elle prononce sont une bombe à retardement. Ousmane Sonko est relevé de ses fonctions de Premier ministre. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut se souvenir de ce qu'était cette alliance. Lorsque Bassirou Diomaye Faye est entré à la présidence de la République le 24 mars 2024, il était l'incarnation vivante d'un miracle politique. Un homme sorti de prison quelques jours plus tôt, porté par une marée humaine qui réclamait non seulement son élection, mais la destruction totale d'un système jugé corrompu, prédateur, inféodé aux intérêts étrangers. Et ce miracle avait un architecte, un stratège, une âme. Ce stratège s'appelait Ousmane Sonko. Le tandem était présenté comme indissociable. Le slogan « Diomaye c'est Sonko » ne décrivait pas seulement une alliance électorale. Il décrivait une fusion idéologique. Il disait que l'un ne pouvait exister sans l'autre. Il promettait une gouvernance bicéphale où le visage institutionnel et le moteur politique avanceraient ensemble vers le même horizon. Des millions de Sénégalais ont voté pour cette promesse-là. Pas pour un homme seul, pour un projet à deux têtes. Ce projet n'a pas survécu à 2 ans de pouvoir. Les premiers craquements sont apparus bien avant le 22 mai. Ceux qui observaient de près les dynamiques internes du palais de la République décrivaient depuis des mois une atmosphère de plus en plus tendue. Les sorties médiatiques du Premier ministre, son style direct, parfois abrasif, ses déclarations tranchantes à l'Assemblée nationale sur des sujets aussi sensibles que les fonds politiques ou la gestion de la dette, tout cela créait une dissonance croissante avec la posture plus institutionnelle que le président cherchait à incarner. Le président Faye reprochait à son Premier ministre une communication trop agressive, des déclarations qui, selon lui, posaient problème et fragilisaient l'image de l'exécutif sur la scène internationale. Sonko, lui, considérait que sa mission était précisément d'être la voix tranchante du projet, le gardien de la rupture promise au peuple. 2 lectures d'un même mandat. 2 égos qui grandissaient dans un espace institutionnel trop étroit pour les accueillir tous les deux. Mais ce qui est frappant dans le récit que Sonko lui-même livrera plus tard, c'est que cette rupture n'était pas inévitable selon lui. Il affirme avoir tenté de partir à 3 reprises de manière volontaire et concertée. Dès après les élections législatives de novembre 2024, où le PASTEF avait raflé plus de 80% des sièges de l'Assemblée nationale, Sonko aurait senti que le marigot politique était devenu trop étroit pour 2 grandes figures. Il souhaitait retourner au perchoir de l'Assemblée nationale, laisser le président gouverner avec un autre Premier ministre issu du parti et continuer à soutenir l'exécutif depuis le pouvoir législatif. Le président a dit non, 3 fois. Pourquoi ? Sonko avance une thèse troublante.
Faye aurait eu besoin de lui pour gouverner, de son expertise, de sa connaissance des dossiers, de son autorité sur la base militante, mais aurait en même temps redouté son ombre médiatique. Une ambivalence qui révèle une dépendance autant qu'une méfiance. Et c'est cette ambivalence qui a tout compliqué. Car si Sonko est resté malgré lui au gouvernement, la frustration a grandi des deux côtés. Le président supportait de moins en moins les interventions publiques de son premier ministre. Sonko se sentait retenu dans un rôle qui ne correspondait plus à ce qu'il souhaitait incarner. Le couple présidentiel fonctionnait sur du répit, pas sur de la conviction. Et puis est venu le jour où tout a explosé. Le vendredi 22 mai 2026. Ce matin-là, Sonko était encore au perchoir de l'Assemblée pour une séance de questions orales particulièrement houleuse. Il avait critiqué vertement la gestion des fonds politiques et soulevé des questions sur l'orthodoxie dans la gestion de la dette. Des déclarations qui avaient immédiatement fait le tour des rédactions et provoqué des remous. Dans l'après-midi, le président le convoque. L'échange est bref. Faye pose les mots clairement sur la table. La collaboration ne peut pas continuer. Trop de déclarations qui craignent des problèmes. Il souhaite une sortie propre, une déclaration commune qui dirait que la séparation est intervenue d'un commun accord pour l'intérêt supérieur du pays. C'est là que Sonko pose sa ligne rouge. Il refuse catégoriquement de mentir au peuple. Si la décision appartient au président, c'est au président d'en assumer la responsabilité publiquement. Il ne signera pas un communiqué qui transformerait une révocation en accord mutuel. Le président semble entendre cela. Il parle d'une visite prévue à l'archevêché pour la Pentecôte, promet de le rappeler en soirée pour finaliser les modalités. Sonko rentre. Attends. 6 heures de silence. Puis, à 20h35 précise, une notification, un message court. Le président l'informe qu'il ne peut pas tenir la réunion et qu'il procédera immédiatement à l'annonce. 15 minutes plus tard, le secrétaire général de la présidence lit le décret à l'antenne nationale. Sonko apprendra son limogeage par la télévision, comme n'importe quel citoyen. Ce détail en dit plus que tout discours sur l'état réel de cette relation. Ces deux hommes qui s'étaient jurés fidélité dans une cellule de prison en communiquaient désormais par texto laconique et annonces télévisées. Le gouffre n'était plus seulement politique, il était humain, irrémédiable. Le lendemain matin, une dernière rencontre. Sonko arrive au palais non plus en tant que Premier ministre, mais en tant que leader politique venu constater le naufrage. Ce que le président lui dit ce matin-là confirme ce qu'il suspectait depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement une question de gouvernance, c'est une question de personne. Le président lui confesse une gêne profonde, une allergie institutionnelle à sa présence médiatique, une incapacité à coexister avec quelqu'un qui capte autant d'attention, autant de légitimité populaire. Sonko racontera plus tard cette scène avec une froideur clinique qui fait froid dans le dos. Son problème, dit-il, semble être « moi ». On dirait qu'il ne peut même plus me voir en peinture. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic politique. Et ce diagnostic explique tout ce qui suivra. La formation du nouveau gouvernement était attendue avec une tension particulière. Qui succéderait à Sonko ? Quelle couleur politique aurait ce cabinet ? Est-ce que le PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée, y serait représenté dignement ? Les réponses ont surpris même les observateurs les plus cyniques. 10 jours de silence présidentiel ont précédé l'annonce du 1er juin 2026. 10 jours pendant lesquels les rumeurs les plus extravagantes ont circulé. Coup d'État manqué, crise de nerfs, intervention étrangère, médiation nocturne. La place publique sénégalaise a bruissé de spéculations comme jamais. Et pendant ce temps, Sonko observait, reconstruisait, planifiait. Quand le nom du nouveau Premier ministre est tombé, le consensus dans les cercles politiques a été net. Ce choix était une déclaration d'intention. Ahmadou Alamine Mohamed Lo n'est pas un homme de terrain politique. C'est un homme de chiffres, de tableaux Excel, de négociations feutrées dans les couloirs de Bruxelles ou de Washington. Enfant de troupes formé à Saint-Louis, gravit les échelons de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avec une régularité d'horloge suisse. Secrétaire général de la BCEAO avant d'être propulsé à la primature. Il a personnellement piloté des émissions obligataires, négocié avec le FMI, parlé le langage de Moody's et Standard & Poor's. En le nommant, le président Faye envoyait un signal limpide aux marchés internationaux et aux bailleurs de fonds multilatéraux. Le message, le Sénégal est ouvert aux affaires. La rigueur budgétaire est notre nouvelle boussole. Les angoisses des investisseurs sur la gestion d'une dette publique qui culmine à 132% du PIB seront entendues et traitées. Mais pour les militants du PASTEF, pour les jeunes qui avaient bravé les matraques et les gaz lacrymogènes pour porter le projet de rupture, ce nom sonnait comme une trahison. Alamine Lo représentait tout ce contre quoi ils avaient combattu. Un haut fonctionnaire de l'ancienne architecture financière, un homme du système, quelqu'un dont la carrière s'était construite dans les arcanes d'une institution régionale étroitement liée aux logiques post-coloniales que le projet souverainiste avait juré de déconstruire. Pour ses militants, nommer cet homme au poste de Premier ministre, c'était officiellement enterrer la promesse de rupture. C'était admettre, implicitement, que les contraintes économiques avaient eu raison des idéaux politiques. C'était choisir Washington contre Dakar, les agences de notation contre le panier de la ménagère. Et ce n'était pas tout.
La composition du cabinet Lo allait confirmer et amplifier ce malaise initial. Le retour le plus commenté, le plus symboliquement chargé, fut celui de Mohamedou Makhtar Cissé au ministère de l'Intérieur. Inspecteur général d'État, ancien directeur de cabinet de Macky Sall et surtout ancien ministre de l'Intérieur sous le régime précédent, celui-là même qui avait organisé le scrutin présidentiel de 2024, ce scrutin historique qui avait porté Faye au pouvoir. Pour les partisans du projet de rupture, cette nomination était une gifle collective. Comment confier le ministère régalien le plus stratégique, celui qui contrôle l'administration territoriale, la police, les services de sécurité intérieure, à un homme qui était au cœur du système combattu, et cela à 1 an à peine des élections locales de janvier 2027? La logique du ministère de la Justice envoyait un signal similaire. Nommer un avocat de respecté certes, mais dont le passé judiciaire entretenait des liens avec des dossiers traités sous l'air sale, c'était, selon les critiques, retirer les clés des procédures judiciaires en cours aux fidèles de Sonko pour les placer dans d'autres mains, des mains moins susceptibles de pousser les enquêtes vers leurs conclusions naturelles. Et au sommet de cet édifice technocratique se trouvait Cheikh Diba, promu super ministre de l'économie, des finances et du plan, concentrant entre ses mains les leviers financières du pays avec une autorité sans précédent. Un choix cohérent sur le plan de la rigueur budgétaire, mais paradoxal sur le plan politique. Car Diba avait été l'un des visages de la ligne souverainiste aux côtés de Sonko pendant 2 ans. Le voilà désormais chargé d'administrer les remèdes que les bailleurs de fonds avaient longtemps exigés. L'homme de la résistance devenait l'homme de l'ajustement. Ce gouvernement de 30 membres se parait du label de cabinet de mission et de résultats, une formule habile qui tentait d'esquiver la question de la légitimité populaire. Mais cette formule ne pouvait masquer l'essentiel. Ce gouvernement n'avait aucune assise parlementaire propre, aucun député acquis au président par conviction personnelle. Sa survie dépendait entièrement de la décision du PASTEF, de la décision de Sonko, de mettre ou non la main sur l'arme nucléaire institutionnelle. Et Sonko n'avait pas encore dit son dernier mot. Le comité exécutif du PASTEF avait été pourtant limpide dès le 1er juin 2026, quelques heures avant la publication du décret de nomination du gouvernement. Le parti ne participerait pas à cet exécutif. Aucun cadre, aucun responsable du parti ne siégerait dans ce cabinet. La consigne était ferme, unanime, sans ambiguïté. Ce qui s'est passé ensuite a déchiré le tissu interne du parti. Plusieurs figures identifiées comme des proches du PASTEF ou des alliés de la première heure ont choisi de passer outre la consigne, de rester, de conserver leur portefeuille, de répondre à l'appel du président plutôt qu'à la discipline partisane. Et le cas le plus emblématique, celui qui a concentré toutes les foudres, est celui de Yankoba Diémet, propulsé ministre des Forces armées, premier rang protocolaire du gouvernement. Un homme connu pour sa proximité personnelle avec le président Faye, son ancien compagnon de chambre. Pour la base militante, cette promotion ressemblait moins à un choix politique qu'à une récompense de loyauté personnelle. Et la loyauté personnelle au président primant sur la discipline collective du parti, c'était exactement ce que le PASTEF avait toujours condamné comme pratique politique. À ses côtés, Ibrahim Assier à la santé, Aliou Diop à la microfinance, l'ancien député Abdoua Aden Dia au transport. Ces noms, ces visages familiers pour les militants, restaient dans un gouvernement officiellement boycotté par leur parti. Et Moussa Bala Fofana, lui, avait fait le choix le plus spectaculaire. Plutôt que de céder son portefeuille de l'urbanisme, il avait préféré démissionner du PASTEF, garder le ministre et quitter le parti. Sa déclaration du 4 juin a marqué les esprits. En toute liberté, en son âme et conscience, il affirmait avoir choisi le devoir national plutôt que la logique partisane. Il continuait à considérer Sonko comme un grand frère, mais estimait ne pas pouvoir abandonner les chantiers engagés, la modernisation de l'état civil, la réforme territoriale, des réformes de fond qui transcendaient, selon lui, les querelles politiques. Et sa formule finale, cinglante, destinée à entrer dans les anthologies politiques sénégalaises, un patriote peut bien démissionner d'un parti, mais jamais de la patrie. Belle formule. Mais pour le PASTEF, cette formule était une déclaration de guerre douce, une façon de retourner contre le parti son propre lexique du patriotisme, de suggérer que ceux qui obéissaient à Sonko choisissaient le parti contre la nation. C'était inacceptable, c'était une ligne rouge franchie. La réaction du parti ne s'est pas fait attendre. À Bignona, le bureau départemental a prononcé l'exclusion de Yankoba Diémet moins de 24 heures après sa nomination, retiré de toutes les plateformes de coordination, effacé de tous les groupes de communication interne. À Podor, Ibrahim Assier a subi le même sort. Ces exclusions locales, prises en urgence avant même qu'un congrès national puisse statuer, témoignaient de la brutalité de la fracture. Mais la fracture s'était aussi matérialisée dans la sphère numérique, ce territoire central de la communication du PASTEF. Aldi Masso, membre du bureau politique et figure proche du président Faye, s'était retrouvé banni des groupes WhatsApp du Conseil national et des canaux Telegram du parti. Il avait publiquement dénoncé ce qu'il appelait un messianisme croissant au sein de l'organisation. Il avait défendu ceux qui avaient choisi de servir l'État. Il avait posé à voix haute la question que beaucoup se murmuraient entre « Est-ce que le parti appartient à un homme ou est-ce que le parti appartient au projet ?» Cette question, explosive, intime, dangereuse, allait résonner pendant toute la semaine qui a suivi. La vague de démissions dans la haute administration a amplifié le signal.
Le professeur Sidi Alfandia, ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint au Palais de la République, a rendu sa démission en invoquant des raisons d'éthique et de cohérence politique. Pour lui, la conclusion était simple. La majorité politique choisie par les Sénégalais ne gouvernait plus. Elle était représentée à l'Assemblée nationale, mais le cœur du pouvoir exécutif lui avait été retiré. Et servir un exécutif qui ne reflétait plus cette majorité constituait une forme de complicité qu'il refusait d'assumer. Ces départs en cascade depuis les entrailles même du palais disaient quelque chose d'important. L'exclusion du PASTEF de la gouvernance n'était pas seulement une crise partisane. Elle créait un vide de légitimité dont les effets irradiaient jusque dans les couloirs de l'administration présidentielle. Le Sénégal avait officiellement 2 centres de gravité politique. Le palais de la République d'un côté, avec ses décrets, ses technocrates et ses prétentions à la rationalité gestionnaire. L'Assemblée nationale de l'autre, avec ses 130 députés, sa majorité écrasante, son président du perchoir qui avait retrouvé son siège de parlementaire dès le 24 mai 2026 et qui contrôlait désormais les leviers du pouvoir législatif avec une autorité que rien dans l'histoire sénégalaise récente n'avait précédée. C'est dans ce contexte qu'Ousmane Sonko a pris la parole publiquement pour la première fois depuis son limogage. Le 2 juin 2026, à la résidence Serine Abbas Sall, sous une chaleur de plomb, devant une forêt de micros, devant une audience qui retenait son souffle depuis 10 jours. Il a d'abord fait un choix symbolique fort. Il a commencé son intervention en Wolof, pour le peuple sénégalais d'abord. Pour que ce soit les Sénégalais ordinaires, ceux des marchés et des quartiers, qui entendent la vérité avant les chancelleries étrangères et les rédactions internationales. Ce que Sonko a dit ce jour-là a constitué le déballage politique le plus explosif de l'histoire récente du Sénégal. Un récit minutieux, chronologique, clinique, dépourvu de toute effusion émotionnelle apparente, mais dont chaque mot était calculé pour produire un effet maximal. Un récit qui a remodelé la perception publique de cette crise et transformé ce qui aurait pu rester une querelle de palais en un débat national sur les fondements même du projet de 2024. Il détient une arme qui peut faire tomber un gouvernement en 24 heures. Il a les voix, il a la majorité, il a le droit constitutionnel de l'utiliser à tout moment. Et pourtant, il choisit d'attendre. Cette décision de ne pas agir immédiatement est sans doute la manœuvre politique la plus sophistiquée de toute cette séquence. Et pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans les profondeurs de ce qui s'est passé entre le 2 et le 7 juin 2026. 7 jours qui ont redessiné la carte du pouvoir sénégalais. La motion de censure. Ce terme juridique froid cache en réalité l'une des procédures les plus redoutables de la démocratie parlementaire. Concrètement, c'est le mécanisme par lequel l'Assemblée nationale peut forcer la démission collective d'un gouvernement en lui retirant sa confiance. Pour être adoptée, elle requiert la majorité absolue des membres de l'hémicycle. Au Sénégal, dans le contexte de juin 2026, cela signifie 130 voix. Le PASTEF en dispose. Ousmane Sonko, depuis le perchoir de l'Assemblée, les contrôle. Jamais dans l'histoire du Sénégal indépendant, un président de la République ne s'était retrouvé dans une situation aussi précaire. Aucun soutien parlementaire propre. Aucun député que l'on pourrait qualifier de fidèle au président par conviction personnelle et non par appartenance partisane. Face à lui, une majorité de 130 parlementaires dévoués à son ancien Premier ministre. Un Premier ministre qu'il vient de limoger par SMS. La position du président Faye ressemble à celle d'un général qui aurait renvoyé son armée et continuerait à prétendre contrôler le champ de bataille. Il a les attributs institutionnels du pouvoir. Il a le palais, les décrets, les ambassadeurs, le droit régalien. Mais il ne peut rien faire de durable sans l'accord de ceux qui contrôlent le budget, les lois et la survie institutionnelle de son gouvernement. Sonko le sait. Et c'est précisément pourquoi il ne déclenche pas la motion de censure immédiatement. Dans sa conférence du 2 juin, il théorise publiquement ce choix. Il parle de dialogue intelligent et constructif. Il se pose en homme d'État responsable qui ne veut pas précipiter le pays dans l'instabilité ou effrayer les investisseurs dans un contexte de fragilité économique. Il cite la dette publique à 132% du PIB, une réalité lourde qu'aucun acteur politique sérieux ne peut ignorer. Il dit qu'il ne fera pas usage de cette arme immédiatement. Mais lire ce discours au premier degré serait une erreur d'analyse. Ce n'est pas de la retenue, c'est de la stratégie pure. En laissant le gouvernement Lo installé dans ses fonctions, Sonko lui pose un piège temporel. Il laisse au nouveau Premier ministre le temps de prendre les décisions douloureuses que les bailleurs de fonds exigent, les hausses de tarifs d'électricité, la révision des subventions à l'énergie qui pourraient franchir la barre vertigineuse de 1000 milliards de francs CFA cette année, les mesures d'austérité budgétaire que le FMI conditionne à toute nouvelle tranche de financement. Toutes ces décisions impopulaires, Sonko les avait refusé d'endosser lorsqu'il était Premier ministre. Il avait résisté, maintenu les subventions, protégé le pouvoir d'achat des ménages au prix d'un déséquilibre budgétaire croissant. Désormais, ce sont les technocrates qui devront les annoncer. Ce seront eux qui feront face à la colère populaire. Ce seront leurs noms que la rue citera lorsque les prix monteront, et Sonko sera là,
depuis le perchoir de l'Assemblée, à contrôler, à commenter, à pointer du doigt, à capitaliser politiquement sur chaque mécontentement. C'est un piège temporel d'une sophistication rare. Et il n'est pas le seul outil dans l'arsenal. Sonko annonce la création d'une Assemblée nationale de contrôle strict. Plus de chambres d'enregistrement, dit-il. L'Assemblée va devenir un organe de contre-pouvoir actif. Commission d'enquête parlementaire sur les contrats pétroliers et gaziers, mission d'information sur la gestion des fonds de souveraineté, contrôle budgétaire ligne par ligne. Chaque ministre devra rendre compte. Chaque décision sera scrutée, chaque dépense sera interrogée. Pour le Palais, cette annonce signifie une chose concrète. La gouvernance sera coûteuse en énergie, en temps et en légitimité. Chaque semaine apportera son lot de convocations parlementaires, de demandes de documents, d'auditions médiatisées. Le gouvernement Lo, déjà fragilisé par son manque d'assises populaires, va devoir gérer simultanément la crise économique et le harcèlement institutionnel d'une assemblée hostile. Et pendant que cette pression parlementaire monte, Sonko avait préparé un autre front. Un front politique. Un front de masse. Un front qui allait transformer le rapport de force de manière définitive. Le 5 juin 2026, à l'hôtel Azalaï de Dakar, un lieu chargé d'histoire pour le mouvement, le PASTEF organisait une cérémonie d'une ampleur inédite. 60 organisations politiques et mouvements citoyens signaient officiellement leur acte de dissolution pour rejoindre le PASTEF. Pas une alliance électorale, pas une coalition de circonstances, une fusion organique, une absorption totale. Parmi les organisations absorbées, des structures de poids, des partis qui avaient contribué à la victoire de mars 2024. Des mouvements citoyens implantés dans des dizaines de communes, des organisations de la diaspora et des noms lourds. Saksal Ligé de Haïdogué, le grand parti de Malik Gakou, le mouvement de Habibsi. Le message politique de cette opération baptisée Azalaï était d'une clarté absolue. Le PASTEF ne se fragilise pas. Il grossit, il absorbe, il devient hégémonique. Toute tentative de constituer une alternative politique à ce bloc se heurtera désormais à un mur de 130 sièges parlementaires et d'une organisation partisane présente dans les 553 communes du pays et dans 45 sections de la diaspora. En absorbant ses alliés et en les soumettant à une charte qui exige la fidélité absolue au leadership historique, Sonko fermait une porte au visage du président Faye. Car si le chef de l'État espérait constituer une majorité alternative en débouchant le parti de ses éléments les plus réticents, en récupérant ici un cadre déçu, là un responsable territorial tenté par la stabilité, ses espoirs s'évaporaient devant la démonstration de force du 5 juin. Pour l'opposition traditionnelle également, le signal était limpide. Se présenter face à ce bloc hégémonique aux élections locales de janvier 2027 sans stratégie de coalition relevait du suicide politique. Mais la semaine n'était pas terminée. Les 6 et 7 juin allaient porter la séquence à son apogée. Le premier congrès ordinaire de l'histoire du PASTEF, depuis sa fondation en 2014, s'est tenu au centre des expositions de Diamniadio. 583 délégués. Les 553 communes du pays représentées. Les 45 sections de diaspora présentes. Un dispositif d'organisation qui défiait toute comparaison avec ce que les autres partis sénégalais avaient réussi à mettre en place. Le résultat du vote pour la présidence du parti a été sans appel. 100% des délégués pour Ousmane Sonko. Taux de participation de 98,5%. Aucun bulletin blanc, aucune contestation, aucune voix dissonante dans un scrutin supervisé par la haute autorité de régulation interne du parti. Ce résultat n'est pas seulement une expression de popularité, c'est une démonstration de discipline collective. Le PASTEF dit au reste du pays, dit au palais, dit aux marchés internationaux et aux observateurs étrangers, cette structure est solide. Ce leadership est incontesté. Les tentatives de division ont échoué. Les défections ont été marginales. Le bloc tient. Le discours prononcé par Sonko à Diamniadio n'était pas un discours de remerciement. C'était un manifeste idéologique complet. Il y développait le concept de l'État stratège, une vision où la puissance publique oriente activement les secteurs économiques clés, brise les monopoles hérités de la période postcoloniale, réoriente les flux commerciaux vers des partenariats plus équilibrés. Il y théorisait le passage du PASTEF d'un mouvement de rupture conjoncturelle à un parti de transformation révolutionnaire permanente. Mais le moment le plus politique, le plus chargé, concernait une mise en garde interne que ses propres cadres allaient ressentir comme une pression directe. Sonko s'en prenait vigoureusement à ce qu'il nommait l'élite de remplacement. Ces figures qui, une fois parvenues au sommet de l'État, s'éloignent de la base, se laissent séduire par les conforts du pouvoir, perdent leur ancrage dans la réalité quotidienne du peuple qui les a portés. Il appelait à une vigilance permanente contre l'embourgeoisement des cadres, contre la routine administrative qui engourdit les consciences, contre la tentation de se fondre dans le système plutôt que de le transformer. Le message était double. Il s'adressait aux cadres du parti qui étaient restés dans le gouvernement malgré la consigne. Et il s'adressait aussi,
implicitement, au président Faye lui-même, décrit comme quelqu'un qui avait cédé à la tentation de se fondre dans la logique institutionnelle au lieu de rester fidèle au projet révolutionnaire. Le lendemain, le 7 juin 2026, le PASTEF avait réservé le Dakar Arena pour un rassemblement populaire qui allait transformer en image ce que les chiffres du Congrès avaient exprimé. Des milliers de militants, des drapeaux nationaux, une atmosphère de mobilisation électorale en plein milieu d'un mandat présidentiel. Les chiffres d'audience sur les réseaux sociaux ont atteint 7 millions de vues cumulées sur les 2 journées de Congrès. Pour les analystes, c'était le signal le plus éloquent. Si le président détient les clés du palais, Sonko détient les cœurs et les corps d'une base militante que rien, ni les défections, ni les exclusions, ni les pressions du pouvoir n'avaient réussi à ébranler. Mais pendant que cette démonstration de force se déployait sur le terrain, une bataille parallèle se jouait dans des sphères plus feutrées, plus techniques, mais tout aussi décisives. Le 1er juin 2026, des députés de l'opposition, emmenés par Tafsir, avaient saisi le Conseil constitutionnel pour contester la réintégration d'Ousmane Sonko dans l'hémicycle. La question juridique posée était redoutable de précision. La Constitution sénégalaise prévoit qu'un député nommé membre du gouvernement voit son mandat suspendu pour incompatibilité. Lorsque ses fonctions ministérielles prennent fin, il peut retrouver son siège. Mais les requérants soulevaient un détail qui changeait tout. Sonko n'avait jamais siégé dans cette législature avant d'être nommé Premier ministre. Il avait été élu en novembre 2024, puis immédiatement nommé à la primature avant d'avoir mis les pieds dans l'hémicycle. On ne peut pas réintégrer une fonction que l'on n'a jamais exercée. La réponse du PASTEF à cet argument était techniquement solide. La qualité de député s'acquiert à la date de proclamation des résultats, pas à la date de la première session. La suspension du mandat pour incompatibilité ne crée pas une vacance du siège, elle le gèle. Et quand l'incompatibilité cesse, le gel se lève. L'issue de cette procédure restait incertaine. Le Conseil constitutionnel sénégalais avait une jurisprudence constante de réserve sur les questions d'organisation interne de l'Assemblée nationale. Les chances qu'il se déclare compétent pour statuer sur la composition du bureau de l'Assemblée étaient faibles. Mais les requérants avaient un autre objectif que la victoire juridique immédiate. Ils voulaient créer un doute, fragiliser la légitimité de Sonko au perchoir, alimenter une controverse juridique qui durerait des mois et userait politiquement le président de l'Assemblée. Les défenseurs de Sonko dénonçaient en date également des entraves administratives dans l'instruction du recours. Le secrétariat général de l'Assemblée nationale aurait refusé de communiquer aux requérants les documents officiels nécessaires à la constitution de leur dossier. Une obstruction supplémentaire dans un contexte où la bataille institutionnelle n'avait plus aucune frontière. Pendant ce temps, le président Faye cherchait à reprendre l'initiative sur le terrain symbolique. Le 4 juin 2026, la célébration du centenaire du président Abdoulaye Wade au Grand Théâtre National de Dakar a fourni au chef de l'État l'opportunité d'un discours aux allures de réponse indirecte au protocole du Cap Manuel révélé 2 jours plus tôt. Devant une salle comble, en présence des grandes figures de la politique sénégalaise, le président Faye a dessiné le portrait d'un homme d'État en 3 traits. La patience, le respect de l'adversaire, la primauté de la nation. En insistant longuement sur la patience, en rappelant qu'Abdoulaye Wade avait attendu 25 années dans l'opposition avant d'accéder au pouvoir, sans jamais marcher sur des cadavres ni chercher de raccourcis, le président semblait adresser un message à peine voilé à son ancien Premier ministre. La formule choisie résonnait comme un désaveu. Rien de durable ne naît dans la précipitation. Pour ceux qui avaient suivi de près les révélations du 2 juin, la lecture était transparente. Le président refusait l'idée d'une succession organisée, d'un accord de couloir, d'une présidence par procuration. Il se revendiquait comme un acteur politique à part entière, pas comme un gérant temporaire attendant de remettre les clés. Et dans les cercles proches du palais, un nouveau concept commençait à circuler avec insistance. La monogamie constitutionnelle. Derrière cette formule savante se cachait une ambition simple et brutale. En finir avec la diarchie de fait qui avait structuré les 2 premières années du mandat. Imposer l'idée que la République a une seule tête, que le président est et reste l'unique dépositaire de l'autorité exécutive, que toute interférence d'un chef de parti dans les décisions gouvernementales constitue une violation de l'esprit constitutionnel. Le président Faye tentait de se débarrasser du costume encombrant qu'on lui avait cousu, celui du plan B, du candidat de remplacement, du président par procuration élu sur le nom et l'aura d'un autre. Il voulait gouverner seul. Il voulait que son nom, pas celui de Sonko, soit associé aux décisions du pays. Il voulait transformer le slogan Diomaye, c'est Sonko, en un vestige du passé. Mais pour réussir cette mutation, il lui fallait des résultats. Et les résultats, dans un pays où la dette écrase l'espace budgétaire et où les Sénégalais attendent toujours les dividendes de la rupture promise, se font attendre. C'est ici que réside le paradoxe fondamental de la position du président. En choisissant un gouvernement technocratique pour gérer l'urgence économique, il a peut-être gagné la confiance des marchés.
mais il a perdu quelque chose d'infiniment plus précieux dans un système politique où la légitimité populaire est la ressource ultime. Il a perdu la confiance de la base militante qu'il avait portée au pouvoir. Et cette base militante a désormais un porte-voix exclusif, un guide reconnu à l'unanimité lors d'un congrès historique, un président d'Assemblée nationale qui contrôle l'agenda législatif et le destin du gouvernement. La cohabitation est installée, mais elle n'est pas équilibrée, elle est asymétrique. Le président a les attributs symboliques du pouvoir. Sonko a les forces réelles. Restait une dernière question à régler, celle du calendrier électoral. Et c'est sur ce terrain que Sonko a planté son dernier piquet. Les élections locales sont prévues pour janvier 2027. Tout report de ce scrutin nécessiterait le vote d'une loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. Ce verrou législatif, Sonko l'a formalisé publiquement. Le PASTEF ne tolérera aucun glissement du calendrier. Si le président espère gagner du temps, s'installer dans une gouvernance technocratique loin des urnes et reconstruire une base électorale avant de faire face aux Sénégalais, il se heurtera au mur des 130 députés. La lecture politique est limpide. Sonko veut les élections locales rapidement. Il sait que les résultats de janvier 2027, dans un contexte de mécontentement social croissant et d'absence de résultats tangibles du nouveau gouvernement, consolideront l'hégémonie du PASTEF dans les collectivités territoriales. Et des collectivités territoriales dominées par le PASTEF, c'est une machine de guerre politique prête pour la présidentielle de 2029. Tout converge vers 2029. C'est la vraie ligne d'horizon de cette crise. Tout ce qui se joue aujourd'hui, les démissions, les congrès, les motions de censure brandies et retenues, les protocoles secrets révélés, les discours codés dans les cérémonies d'hommage, tout cela est une longue partie d'échecs dont l'enjeu final est la présidentielle dans 3 ans. Et dans cette partie, les deux adversaires jouent avec des ressources différentes. Le président Faye mise sur la légitimité institutionnelle, la rationalité économique, la reconnaissance internationale et le temps qu'il lui faut pour construire sa propre base politique sans dépendre du PASTEF. Il parie sur le fait que la gestion des affaires courantes, même difficiles et impopulaires, finira par construire une image de chef d'État responsable, capable de gouverner seul. Sonko mise sur la légitimité populaire, le contrôle parlementaire, la discipline partisane et la capacité de mobilisation qui a fait ses preuves. Il parie sur le fait que le gouvernement technocrate échouera à tenir ses promesses implicites, que les Sénégalais souffriront des mesures d'austérité et qu'ils se souviendront, au moment du vote, de qui avait résisté à ces mesures et de qui les avait imposées. Ces deux paris ne peuvent pas être simultanément gagnants. L'un des deux protagonistes a tort. Mais voici ce que cette crise révèle de plus profond, au-delà des personnalités et des ambitions. Elle révèle les limites d'un modèle politique bâti sur la fusion de deux figures plutôt que sur des institutions solides. Le Sénégal a voté pour une promesse incarnée dans 2 hommes. Quand ces 2 hommes se sont séparés, la promesse s'est retrouvée orpheline. La question que les Sénégalais doivent désormais se poser n'est pas seulement qui a raison entre Faye et Sonko. La question est de savoir si le projet de rupture qu'ils ont choisi en mars 2024 peut survivre à la rupture de ceux qui le portent. Si les institutions peuvent absorber cette dualité sans se fissurer. Si le peuple peut être à la fois spectateur et arbitre d'une cohabitation dont il n'avait pas voulu. Car au fond, c'est ça le vrai scandale de cette séquence. Pas les SMS, pas les protocoles secrets, pas les exclusions de groupes WhatsApp. Le vrai scandale, c'est que des millions de Sénégalais ont voté pour une unité, que les 2 architectes de cette unité n'avaient pas la maturité institutionnelle de maintenir une fois au pouvoir. Et maintenant, ces millions de Sénégalais se retrouvent coincés entre 2 égos, 2 légitimités, 2 visions qui se combattent depuis les sommets de l'État, tandis que le prix de l'électricité menace d'augmenter et que la dette continue d'écraser l'espace budgétaire. L'histoire ne s'arrête pas ici. Elle accélère. Les prochaines semaines diront si le Conseil constitutionnel va statuer sur la légitimité de Sonko au perchoir. Les prochains mois diront si le gouvernement Lo survit à la pression parlementaire. Et janvier 2027 dira si le peuple confirme, par les urnes, le bloc de force que le PASTEF vient de consolider.